Bonjour, bienvenue dans Curieux par nature, le balado qui répond à vos questions sur les sciences naturelles. Je m'appelle Clémentine, je suis vulgarisatrice scientifique à la maison Léon Provencher et je suis pas toute seule aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Pascal, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis, coordonnateur à l'éducation à la maison Léon Provencher. Puis, de biais là, pour le podcast aujourd'hui, je suis un ancien technicien forestier. Donc, comme je plais à dire aux enfants, je travaillais avec les plantes géantes. Tu vas pouvoir nous partager tes connaissances sur le sujet. Sur le sujet. Puis nous sommes accompagnés aujourd'hui de notre expert du jour, Anaïs. Pareil, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, moi c'est Anaïs Grenier. Donc, je suis coordonnatrice en verdissement au collectif Canopée. Ça fait bientôt 3 ans que je suis au collectif Canopée et je m'occupe de la planification et de la mise en œuvre, en fait, de plantation d'arbres en milieu urbain. Hey, c'est super intéressant. Mm. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la reproduction des plantes. Donc, aujourd'hui, on part pas du tout sur les animaux, on part pas sur les champignons. Non, on reste vraiment sur les plantes. Un sujet tout aussi intéressant finalement parce que, comme je le disais tantôt, bah, on connaît pas grand-chose sur les plantes. Donc là, ça va être vraiment l'occasion d'en apprendre vraiment beaucoup sur le sujet. En plus, avec deux personnes qui s'y connaissent, 2 experts, sur leur sujet. Donc c'est merveilleux. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Bien sûr. Oui. Super. Alors déjà, je pense qu'on va commencer par définir le sujet. C'est quoi une plante? Oui, qu'est-ce qu'une plante? Ben, les plantes sont des êtres vivants comme nous, en fait. Fait qu'ils vont, naître, du sol principalement et de l'eau. Puis après ça, ils vont grandir comme nous, vont respirer comme nous. Donc, c'est la grande différence avec nous, en fait, c'est qu'elles vont fabriquer, leur énergie à partir du soleil. Donc, les plantes vont faire de la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est quoi? Ben ça vient premièrement, du mot «photo», donc la lumière, et la synthèse, donc la fabrication. Donc ils vont fabriquer à partir de la lumière leur énergie pour, faire toutes, leurs activités de plantes. Et beh, sinon, ben, on sait que les plantes, sont majoritairement Ouais. vertes. Donc ils vont, produire de la chlorophylle qui va leur donner ce pigment vert-là. Puis c'est vraiment cette chlorophylle-là qui est un pigment qui va permettre de faire la photosynthèse, donc de f produire des sucres à partir de la lumière du soleil pour, c'est ça, pour se nourrir en général. Fait que, il y a toutes sortes de plantes, différentes, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Donc, mousse, fougères, Les ch arbres aussi, ouais, ouais, c'est c'est ça, ça. les arbres, bien Mmh. sûr, et les plantes à fleurs également. Mmh. Il me semble que les plantes, comparées aux animaux, elles ont pas du tout les mêmes, types de cellules. Les cellules des plantes, il me semble qu'elles sont un peu plus, rectangulaires, voire, carrées, alors que les cellules des animaux, elles sont plutôt rondes. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, leurs cellules vont être plus carrées, puis, elles vont être différentes que les des nôtres. Quand même les mêmes propriétés en général, les mêmes protéines à l'intérieur, mais ils vont avoir, c'est ça, comme je disais, le pigment spécial qui, va leur permettre de convertir la lumière, en sucre. Mmh. Maintenant qu'on a défini les plantes, bah, qu'est-ce que c'était un végétal? Parce que végétal et plante, c'est bien la même chose, c'est ça? Oui. Donc maintenant qu'on a défini ce terme-là, c'est quoi les différentes parties d'une plante finalement? Les différentes parties d'une plante, beh, premièrement, on a, bien sûr les racines. Donc, les racines vont s'ancrer, dans le sol. Elles vont se promener dans le sol et chercher de l'eau et des nutriments, des minéraux pour, la plante. Sinon, on a la partie qui est la tige, donc on peut, comparer ça au corps humain, par exemple. Donc on va avoir, la tige qui va, transporter surtout la sève, donc les nutriments ou l'eau, les minéraux que les racines vont recueillir, pour le reste de la plante, donc les feuilles, le c'est ça, tout le reste. Et sinon, on a aussi, beh, le transport des sucres que la les feuilles vont, produire vers, le reste de la plante, donc les racines, la tige et tout ça. Puis sinon, beh, par la suite, on a les feuilles, bien sûr, qui, eux, vont surtout servir à faire la photosynthèse, donc la conversion, de, lumière en sucre. Et on a également les, fleurs qui vont être
servir essentiellement à la Mmh. reproduction des plantes. Donc, vraiment à euh, former des graines pour éventuellement aussi pour la plante et à se reproduire, donc créer de nouvelles plantes à partir de ça. Puis c'est ça, des fois, on a tu sais, la fleur qui est au stade pas encore reproduit, Mmh. mettons. Et par la suite, on a fruits et graines aussi qui peuvent se trouver sur la plante qui, là, la plante s'est reproduite là, à ce moment-là. Justement, tu parles de fruits et je pense qu'on va en parler beaucoup pendant, cet épisode, là. Hem, il y avait une question qui ressortait des enfants, c'est qu'est-ce que c'est la différence entre un fruit et un légume, finalement? Oui. Oui, ben, dans le fond, la différence entre un fruit et un légume, Mmh. c'est surtout que, un fruit, ça va être plus, la partie de la plante qui est, elle va venir d'une fleur, en OK. fait. Fait qu'elle va venir de la reproduction qu'on appelle sexuée, donc d'un grain de pollen qui s'est vraiment, déposé heu, dans la fleur et qui a permis la formation d'une graine ou d'un fruit, comme ici. Fait que là, c'est vraiment un fruit, ça part vraiment d'une fleur versus un légume, ça va être plutôt, une partie de la plante qu'on dit. Fait que, par exemple, la salade, ça va être les feuilles qu'on mange, les asperges, ça va être, oups, excusez, le flanc, comme immature, l'inflorescence immature, il me semble, Oui. donc la fleur immature qu'on va plutôt manger, les patates, ça va être plutôt un tubercule, Mmh. donc racine, en fait, là, qu'on va manger. Mmh. Fait que ça va être la différence entre un légume et un fruit. Même si, en cuisine, on va dire, par exemple, une aubergine, ça va être un légume, mais en fait, c'est vraiment plus, en cuisine qu'on va dire ça OK. parce qu'une aubergine est en fait un fruit vu que c'est à l'origine vraiment d'une, fleur. En botanique, dans le fond, légumes, ça existe pas vraiment. Ouais, c'est ça. C'est OK. c'est vraiment plus culinairement parlant qu'on parle de légumes, donc c'est ça. C'est une partie de Mmh. la plante qu'on va manger. Un céleri, on mange la tige, comme ça, Mmh. un petit peu. Moi, pour les parties de la plante de tantôt, là, Mmh. je me suis amusé à sortir des petits faits un petit peu, rigolos et impressionnants. On parlait des racines. Mmh. Je me suis posé la question, jusqu'à quelle profondeur un arbre pouvait envoyer ses racines dans le sol pour aller justement puiser l'eau et tout ça? Et j'ai trouvé un arbre, un figuier qui vient d'Afrique du Sud, qui est capable de descendre ses racines jusqu'à 120 mètres de profondeur. 120 m, c'est Fait que gigantesque. 120 mètres, c'est vraiment Ah ouais. très profond. Donc, on parle la majorité du temps, les racines vont être dans les 3 premiers mètres du sol, mais celui-là allait très, très loin. Et au niveau de la quantité d'eau, on a des peupliers qui peuvent boire 500 litres d'eau en une seule journée C'est par la gigantesque. racine. Donc, c'est vraiment Mmh. très, 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 très Mmh. grand, une grande quantité d'eau. Mmh. Des petits faits cocasses que j'avais vus sur les parties comme ça. Bah, oui, mais c'est des super faits, puis c'est super intéressant, sachant que, 120 mètres de profondeur, c'est quand même, gigantesque. Oui. Puis moi, Pascal, les fruits et les légumes, ça fait penser à une super animation qu'on a à la maison Léon Provencher. Peut-être que tu veux nous en parler un petit peu? On a botaniste amateur qui est vraiment, super apprécié, des professeurs où justement là, on voit, tous les thèmes qui vont être pas mal abordés, aujourd'hui là. Surtout là, on va en parler probablement tantôt là, la reproduction des plantes, sexuées, Ouais. asexuées, la différence, des exemples, tout ça aussi. Mmh. Donc, oui, appelez-nous, ça va nous faire C'est plaisir ça. d'aller vous voir dans vos classes. Et là, la jolie perche que tu me tends, Pascal, pour, la première question qu'un ami nous a posée à la maison Léon Provencher: «Comment se reproduisent les plantes?» Oui, excusez, je vais juste regarder un petit peu mes choses. Oui, ben, il y a en fait 2 façons, de se reproduire, généralement chez les plantes. Donc premièrement, il y a la façon avec, reproduction plus sexuée qu'on appelle, donc avec les fleurs et les graines comme je parlais, tout à l'heure. Donc quand un insecte, par exemple, souvent c'est avec les insectes, la majorité des plantes à fleurs, lorsqu'un insecte va, aller, polliniser, qu'on appelle la plante, donc qui va aller, chercher du nectar, par exemple, ou, se poser sur la fleur, ça va permettre au, pollen de, se coller à l'insecte. Puis ensuite, l'insecte va, se déplacer, puis aller,
à une autre fleur pour avoir d'autres nectars, par exemple, ou d'autres pollens. Fait que là, comme ça, le pollen va se promener de fleur en fleur, puis c'est comme ça que ça va permettre d'avoir un transfert de fleur en fleur et de plante en plante pour la reproduction des plantes. Donc, c'est vraiment comme ça ou également, ben, par le vent ou c'est seulement le pollen va se disséminer dans l'air, donc va se promener dans l'air et se déposer à différentes plantes ou fleurs qui sont présentes. OK. Ça, c'est la reproduction sexuée, c'est Oui. bien ça? Tu avais quelque chose à dire, Pascal? Sur la reproduction sexuelle, puis les pollinisateurs surtout. Si je vous disais édolon élevant. Là, tu viens de me parler, une autre langue, là, je le sais, Pascal. Oui, j'ai parlé latin en ce Oh! moment. C'est ce qui est beau de travailler avec le vivant. On peut apprendre plein de mots latins. C'est une chauve-souris. Oh! Et on parle de pollinisation. C'est une chauve-souris importante pour un arbre gigantesque en Afrique qu'on appelle le baobab. Aujourd'hui, mes exemples viennent d'Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on parle du baobab qui, lui, comme tu viens de nous expliquer, dans le fond, se fait polliniser, mais au lieu d'être un insecte, c'est vraiment une chauve-souris qui va chercher son pollen puis le distribue comme ça d'une fleur à l'autre. Je trouve ça intéressant. Oui, c'est vrai. Puis, tu fais bien de le dire d'ailleurs que les pollinisateurs, c'est pas seulement les abeilles. Il Oui. y a plein de types, de pollinisateurs différents. Tu me dis si je me trompe, mais il y a aussi les bourdons, il y a aussi, certains diptères, donc certaines mouches, certains moustiques. Il y a aussi, c'est ça, des mammifères aussi qui peuvent polliniser. Il y a les oiseaux, il y a les colibris, plein de types de pollinisateurs différents. Les papillons de nuit, on a su un super exemple ici, pour ceux qui nous regardent justement, un super beau papillon de nuit. C'est ça. La pollinisation, ce n'est pas seulement les abeilles. Non, c'est Non. ça, c'est toutes sortes d'insectes qui, comme je le disais, peuvent transférer du pollen de fleur en fleur. Puis, tu sais, c'est ça, il y a toutes sortes de mécanismes aussi chez les fleurs là, qui permettent cette reproduction-là, puis d'attirer en fait les insectes vers eux. C'est vraiment varié. Mais en général, c'est ça, c'est surtout les insectes. Mais il y a quand même une partie des fleurs des plantes qui se reproduisent vraiment aussi avec le vent Ouais. ou d'autres manières, par exemple avec des animaux aussi qui vont permettre par exemple, les écureuils, les glands de chêne, on sait tous qu'ils vont, ils vont en prendre, les Ouais. cacher, puis les oublier. Ouais. Fait comme ça, en les cachant dans le sol, ben, ça va permettre de créer d'autres plantes comme ça. Donc, plein d'animaux peuvent aider aussi à la pollinisation, là, autre que les insectes. Mm. Puis dans un précédent balado, on a abordé aussi la dissémination des graines, donc notamment avec les écureuils, comme tu le disais. Oui. Il y avait la bardane aussi, qui avait une petite technique assez sympa, c'est de se coller sur les poils des animaux. Il y a aussi c'est ça, les animaux qui vont manger les baies pour, voilà, qui en fait vont s'évacuer de manière naturelle, pour, c'est ça, pour former d'autres arbres. Donc c'est ça, en fait, les plantes, elles rusent un petit peu, elles ont plein de systèmes d'ingéniosité un petit peu. Mhm. Peut-être que tu pourrais nous en parler d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'il y a des fleurs c'est ça, qui ont des petits mécanismes pour, pouvoir, aider la reproduction? Oui, dans le fond, ben, il y a entre autres, chez certaines fleurs, nous, on le voit pas, mais ils sont sont à la base généralement assez colorées, les fleurs. Donc, ils vont quand même bien attirer les insectes ou autres animaux qui souhaitent attirer. Mais il y a également des rayons UV, des patrons de rayons UV qu'on ne voit pas à l'œil nu nécessairement, mais qui permettent d'attirer certains insectes. Par exemple, la marguerite, si on prend ça comme exemple, a vraiment un patron UV spécifique sur ses pétales et vers le centre de la plante, ben, de la fleur. Ça va permettre d'attirer plus les abeilles, là, principalement chez la marguerite. Mais c'est ça, nous, on ne le voit pas à l'œil nu, mais des chercheurs de plus en plus là, observent avec des caméras spécialisées pour ça, là, des patrons chez les Ouais. plantes que les insectes, mettons, vont voir, les patrons UV, mais nous, qu'on ne voit pas. Là. Comme une OK. grosse enseigne lumineuse qui Ouais. dit venez ici, il y a du Mmh. nectar. Genre. Oui, Je pensais à la piste d'atterrissage un petit Ouais, peu, c'est ça, c'est ben ouais. vraiment la plante la guide là, guide l'insecte, pour lui dire: «Bah, là, c'est ça, viens me manger là, il y a des choses intéressantes». oui, c'est OK. ça. Fait que, ben, il y a tout plein de mécanismes. Tu sais, il y a aussi l'odeur qui va attirer, bien sûr, tu sais, les plantes. En général, les fleurs vont sentir bonnes, mais il y a aussi
certaines fleurs qui vont avoir plus une odeur nauséabonde Mmh. pour attirer justement, tu sais, il y a une plante qui va plutôt produire une odeur qui sent un peu la viande en décomposition, puis qui va permettre d'attirer des mouches spécifiques qui décomposent la viande généralement, mais comme ça, ces mouches spécifiques-là vont vraiment pouvoir aider à la pollinisation là, de cette plante-là. Il me semble que c'est la raflésie, c'est ça? Il y a la raflésie, là, c'est une grosse plante, Oui, la plus grande fleur du monde, là, d'ailleurs, c'est ça. et qui sent ça aussi, bah, apparemment, c'est horrible, là, quand on se promène à Ouais. côté, l'odeur doit être, horrible, là. Au Québec, on a la version plus petite. Un Ah! peu la Trillium erectum, la trille rouge, dans le fond. OK. C'est une petite fleur qu'on voit au printemps, là, dans les premières fleurs qui sortent en milieu forestier. Puis faites le test à la maison, allez la sentir. C'est pas le fun. OK. Ça sent vraiment mauvais. Est-ce que ça sent Puis, pire ou moins pire que la moufette? ça dépend des goûts. Là, on ira pas. Et ça sent vraiment la viande qui n'est plus bonne. OK, Et ah ça va oui. attirer Ouais. justement là, des mouches spécifiques qui vont venir la polliniser. Là. Donc, ouais, on a ça, mais à petite échelle quand même. Là. OK. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, il y a toutes sortes de choses, là. Il y a aussi le chou puant, je Oui, crois, qui Oui. est qui oui. qui est v ben, au Canada, en fait, là, qui est après la première les dernières neiges, en fait, je voulais dire. Fait que, ils vont sortir, de la neige presque, puis, avoir vraiment une odeur, Mais ce qui est forte. impressionnant, le chou puant, il peut. J'ai oublié le nom là, du procédé, là, mais il augmente sa température de plusieurs degrés que la température ambiante, ce qui fait vraiment fondre la neige alentour de lui. Fait que quand on se promène en forêt au printemps, on les voit là, érupter de la neige là, comme ça, parce que ça fond alentour d'eux. C'est Et malade. oui, il y a une espèce de dampe florale qui commence et ça sent pas très bon. Ouais, c'est Ah ça. non. Finalement, c'est ça, c'est que toutes les fleurs ne sentent pas, super bon, tout ça, hein. Non, c'est ça. Et puis, j'aimerais qu'on revienne un petit peu aussi sur, les patrons floraux, là. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais il y a des plantes qui ont vraiment des structures particulières pour attirer des pollinisateurs spécifiques. Je pense notamment aux orchidées, qui peuvent aussi ressembler, à des bourdons, à des abeilles, femelles. Donc, Oui. là, c'est ça, l'abeille, se fait prendre, puis c'est ça, la plante finalement a ce qu'elle veut là, donc c'est un mécanisme aussi, que peuvent avoir les plantes. Oui, c'est ça. Il y en a que des plantes, ben, des orchidées, entre autres, je pense, qui imitent un petit peu voir les phéromones, l'odeur un peu d'une guêpe ou d'un bourdon qui va permettre d'attirer ces pollinisateurs-là, vu qu'ils vont rechercher, c'est souvent l'odeur femelle, en fait, là, qu'ils vont imiter. Puis ça va permettre d'attirer des mâles pour la pollinisation de ces orchidées-là. Mmh. Fait que comme ça peut. Il y en a qui ont vraiment, tu sais, ça a vraiment été une évolution qu'on dit, ensemble, Mmh. là. Une coévolution, Une coévolution, c'est ça. Ensemble pour vraiment, donner ça maintenant là, qui soit vraiment spécifique aussi là, à certains pollinisateurs, nécessaires à leur pollinisation, mmh. là. Donc, c'est toujours le même stratagème. Ben, pas toujours le même, c'est différents stratagèmes pour toujours faire la même chose, Mmh. attirer quelque chose qui va transférer un grain de pollen d'un étamine à un pistil, dans le fond, là. Mmh. Oui, c'est ça. Fait que, ben, je sais pas si tu voulais définir, étamine, Ouais. pistil ou? Comme moi, je travaille avec les enfants beaucoup, c'est sûr que étamine, on dit partie papa, dépendamment avec quel groupe d'âge on travaille. Puis pistil, on va dire partie maman ou femelle. Puis c'est un non-sens pour les enfants parce qu'on dit un pistil et une étamine. Mmh. Mmh. Donc là, féminin, masculin, on vient tout mélanger ça. Mais c'est comme ça qu'on le définit avec les jeunes. Là, le pistil qui est une espèce de, si on veut, une trompette creuse dans laquelle va venir se coller sur le style au bout. Le grain de pollen va descendre à l'intérieur de ça pour féconder un ovule à l'intérieur de Mmh. l'ovaire. Mmh. Si je l'ai bien dit. Bah oui, C'est ça. franchement, super, ça sent que tu es vulgarisateur dans l'âme, Pascal. Là, c'est bien beau, on parle de pollinisation, on parle des techniques des plantes pour attirer les insectes, que, voilà, elles peuvent vraiment, ruser, tout ça. Mmh. Mais en fait, dans le fond, ça sert à quoi la pollinisation? Ben, comme je disais un petit peu, dans le fond, c'est, la pollinisation va vraiment permettre le transfert de, pollen Mmh. entre les fleurs, en fait, des étamines à un pistil pour permettre vraiment la reproduction des Mmh plantes mh. et de créer des graines, des fruits, puis par la suite de nouvelles plantes, carrément. Mmh. Fait que c'est vraiment la reproduction qui est visée par la pollinisation.
Fait que c'est vraiment bénéfique pour la plante. Donc c'est pour ça qu'elle essaie beaucoup d'attirer les insectes puis elle leur donne une récompense aussi souvent. Donc il y a souvent du nectar dans les plantes, dans les fleurs qui vont être produits pour que la plante puisse, attirer l'insecte et se reproduire. Mais Mmh. pourquoi c'est important? S'il y a pas de pollinisation sur terre, est-ce que nous, on serait là? Oui, ben, dans le fond, il y a environ 85 des plantes à fleurs qui nécessitent vraiment, une pollinisation à partir des insectes. Donc c'est vraiment important qu'il y ait, les insectes pollinisateurs, puis de protéger, en fait, là, ces insectes pollinisateurs-là pour permettre la reproduction des plantes à fleurs. Puis ces plantes à fleurs-là, principalement, elles vont former des fruits qu'on va, consommer. Donc, par exemple, la majorité des choses qui se trouvent dans notre assiette sont vraiment produits, la majorité des fruits et légumes, en fait, sont vraiment produits à partir, de la création d'un fruit, en fait, là, mais à partir de la pollinisation carrément, là. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait, la pollinisation pour la reproduction puis la formation des fruits, qu'on va manger. Mmh. On sait maintenant que, bah, avec, ce qui se passe donc avec le réchauffement climatique aussi, l'être humain qui, construit vraiment, beaucoup tout ça, ça peut engendrer, des pertes de population d'insectes et d'animaux pollinisateurs. J'avais vu plein d'études sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut contrer, cette perte de pollinisateurs? Parce que c'est quand même assez tragique, hein. Déjà, on peut polliniser à la main. Alors ça, je trouvais ça génial. Donc avec un petit pinceau, on vient, polliniser. Peut-être ceux qui ont des aérogardens à la maison, ils peuvent faire ça aussi. Là, ils ont un petit pinceau puis ils pollinisent, les petites tomates, les petits poivrons, tout ça. Mmh. Mais il y a aussi des pollinisateurs artificiels, c'est ça, c'est des espèces de machines avec des bras. Puis, en fait, c'est ça, ils tournent dans les fleurs pour pouvoir les polliniser. Donc, je trouve ça OK. hyper intéressant là c'est ça, de concilier, la nature à l'ingéniosité, humaine là. Donc, c'est Oui. vraiment cool, ouais. Oui, c'est vraiment intéressant. Ben de plus en plus, c'est ça, en fait, il va falloir trouver des moyens peut-être pour pallier à ce manque de pollinisation-là. Puis aussi, ben, tu sais, il y a eu quand même le déclin un peu des ruches, dans le fond, on savait pas nécessairement la raison pourquoi, mais certaines ruches, chutaient complètement, puis on devait pallier à ça aussi parce que les ruches souvent vont, d'abeilles, à miel en fait, vont se promener de culture en culture pour assurer la pollinisation. Mais c'est ça, bref, on dit beaucoup que l'étalement urbain et tout, Mmh. ça peut être, plus négatif pour les pollinisateurs, mais on se rend compte de plus en plus, selon les études, que, les villes seraient plus des refuges à D'accord. pollinisateurs. Fait OK. que ça permettrait vraiment, dans le fond, tu sais, les gens vont planter des fleurs, vont Mmh. avoir leur petit jardin. Fait que, tu sais, ça amène la diversité. Puis il y a quand même une bonne diversité, des fois, dans les parcs, Mmh. des cimetières, par exemple, qui va être présente, en fait, en milieu urbain. Mmh. OK. Versus, par exemple, en, milieu agricole, ça va être plus de la monoculture. Donc il faut essayer de ramener un peu de la diversité aussi, dans l'agriculture parce qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de pesticides, il y a beaucoup de choses qui peuvent nuire aux, abeilles et pollinisateurs en général dans le milieu agricole. Mmh. Donc, les 2 ils ont leurs, pour et contre. C'est Ouais. sûr que c'est important, tu sais, il y a beaucoup de béton en ville et tout, donc c'est important de planter quelques plantes à fleurs, mais on voit de plus en plus là, qu'il y a quand même un bon refuge pour les pollinisateurs, variés, en fait, là, parce que souvent, en agriculture, ça va être beaucoup, Une seule de espèce, ouais, c'est ça. Mmh. oui, c'est ça, une espèce introduite aussi là que faut garder en vie parce que, c'est pas une espèce nécessairement à la base résistante à l'hiver, qui va produire du miel. Donc, c'est pas, c'est ça, même, maintenant aussi, il y a des bourdons également en ruche, qui se promènent de culture en culture, mais c'est ça, c'est pas parfait encore, Mmh. puis il faut essayer d'avoir plus de pollinisateurs qui sont, indigènes, dans le fond, qui sont déjà présents, puis, raviver ça parce qu'avant, il n'y avait pas nécessairement un besoin que,
dans les cultures, en fait, en général, parce que c'était pas juste des monocultures. Il y avait pas Mmh. C'est ça, il y avait déjà une pollinisation naturelle qui se faisait, mais maintenant, on a ce besoin-là, là, de plus en plus. Moi, Mmh. j'ai des amis apiculteurs qui exportent leurs ruches maintenant. C'est des gens qui ont des bleuetières qui vont leur dire: «OK, viens porter tes ruches dans notre, bleuetière pour tant de semaines. Ça va permettre la pollinisation de tout ça». Fait que, oui, il y a plusieurs applications à tout ça Ouais. maintenant, là. Je reviens sur ce que tu disais dans les villes. Est-ce que, par exemple, pour les amis qui nous suivent, il y a des techniques un peu pour attirer les pollinisateurs? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose, eux, chez eux? Oui, ben c'est sûr que d'avoir un petit jardin, par exemple, ça Mmh. peut être intéressant pour attirer les pollinisateurs. Puis, des plantes, qui sont intéressantes aussi pour les pollinisateurs. Donc des fois, il y a des semences mélangées qui peuvent, se vendre également, qui sont, toutes des plantes assez attirantes, pour les pollinisateurs parce que des fois, on pense une plante voyons, excusez, Mmh. une plante va être attirante d'emblée, mais c'est pas tous les plantes, surtout celles sélectionnées pour être horticoles, davantage, vont pas être nécessairement super attirantes, Mmh. avoir full de nectar, par exemple, pour, les pollinisateurs. OK. Donc c'est plus intéressant parfois là d'y aller avec des Mmh. plantes, plus indigènes. Comme ça, on sait que ça va attirer plus les Ouais. pollinisateurs, indigènes. Donc faut faire attention au choix de graines, si on décide de planter des plantes dans son jardin, Ouais. faut faire attention aux graines qu'on prend. Si on prend des graines exotiques, tout ça, bah, les pollinisateurs vont pas forcément être intéressés par ce genre de graines-là, par ce genre de plantes, donc ça pourrait, être inutile un petit peu finalement? Je dis pas non, en fait, on n'a pas vu vraiment de différence. Ben, les chercheurs n'ont pas vu vraiment de différence entre les plantes indigènes et non indigènes. C'est vraiment leurs traits spécifiques. OK. Donc, vraiment, s'ils ont assez de nectar, si, leur forme est intéressante aussi pour la pollinisation, pour aller chercher le nectar. Donc, c'est vraiment, c'est du cas par cas un petit peu, surtout pour les pollinisateurs. Tu sais, il y a des pollinisateurs plus spécialistes et d'autres plus, qui vont en généralistes, en fait, qui vont aller chercher un peu, du nectar Mmh. n'importe où, comme l'abeille à L'abeille. miel. Mais il y a certaines, plantes, certains Mmh. pollinisateurs qui vont plus aller chercher des plantes, par exemple, il y a une abeille, Peponapis, Mmh. c'est son nom latin, Mmh. qui va surtout aimer aller faire la pollinisation des curcubitacées, OK. qui sont les courges, en fait. Ouais. Fait qu'elle, elle va être vraiment spécifique pour ce genre de Mmh. courges-là. Donc, c'est ça. S'il y a pas de présence de cette fleur-là, elle sera juste pas là Bien sûr. dans le milieu, là. Donc privilégier, excuse-moi Pascal, mais privilégier un maximum de biodiversité, c'est ça? Enfin de diversité en tout cas dans le choix, des Oui, semences, OK. c'est ça, dans le fond. Fait que vraiment de très, fonctionnel, de différence de Mmh. fleurs, des choses comme ça, c'est vraiment le mieux qu'on peut faire. C'est pas grave si c'est indigène ou, non indigène. C'est sûr, il faut faire attention aux OK. plantes Oui, envahissantes. c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que je conseille plus d'y aller avec l'indigène parce qu'on sait que, c'est sûr qu'il va y avoir des pollinisateurs dans le milieu qui vont aimer ça. OK. Mmh. Tu voulais dire quelque chose Pascal? Non, mais je voulais associer, dans le fond, le monarque avec la sclépiade, là, Ah qui oui. sont, spécifiques aussi, là. Fait que mais je pense que tu l'as dit, c'est la diversité qui est le Mmh. plus important dans tout ça, là. Ouais. Mmh. Puis c'est ça, c'est vrai que dans les parcs, de plus en plus, on voit des jolies plates-bandes, bien fleuries, tout ça là, ça fait plaisir là, c'est vrai que ça attire beaucoup, beaucoup, de pollinisateurs. Oui. Donc c'est vraiment cool. Donc là, on a parlé de la reproduction sexuée avec, des fleurs, mais il me semble que toutes les plantes n'ont pas de fleurs, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a certaines plantes, comme, les conifères, je pourrais dire, ils vont pas nécessairement avoir de, reproduction, sexuée, donc pas de fleurs. Mais eux, ils vont plutôt se reproduire, ils vont produire plutôt directement des graines Mmh. ou, des spores, en fait. Donc, par exemple, on a les conifères qui vont plutôt produire, les cocottes qu'on Oui. appelle, là, donc les cônes. Puis on a aussi les fougères et les mousses qui vont plutôt produire des spores. Donc c'est une différen c'est ils vont produire pareil des graines et tout, mais c'est juste une différente façon pour créer un nouvel Mmh. individu, une nouvelle plante, en fait.
là, il y a pas de c'est ça, il y a pas de stratégie, pour attirer les pollinisateurs, parce qu'il y a pas besoin de pollinisateurs dans ce cas-là? Pas dans ce Non, cas-là, non, si je me trompe pas là, ils c'est ont plutôt pas par le vent? oui, c'est Mmh. ça, en général par le vent ou, comme on parlait tantôt, par des animaux autres, comme, les écureuils, par exemple, qui Qui vont vont transmettre, répartir les graines un peu Mmh. partout, là. oui, c'est ça, Mmh. ça va être plus comme ça. Ça d'ailleurs, on en parle aussi dans un autre balado, la reproduction, des plantes, mais pas, la reproduction, des plantes à fleurs. Voilà, donc c'est OK. assez c'était vraiment intéressant. Donc il y avait une question, on y a déjà répondu, c'est comment les plantes attirent les pollinisateurs, donc ça, on l'a, déjà fait. Moi, j'avais parlé, aussi du mimétisme floral. Ah oui, c'est vrai. Il y a des amis à la maison Léon Provencher qui tripent vraiment sur les plantes carnivores. Alors là, Oui. les plantes carnivores, c'est tout un sujet. D'ailleurs, on l'a abordé aussi dans un autre, balado, mais c'est ça. Il y a plein d'exemples aussi, différents, dans le règne végétal. C'est pas seulement les plantes à fleurs et pas seulement les plantes qui n'ont pas de fleurs. Est-ce que tu connais un petit peu, des choses en plantes carnivores? Un petit peu, Mmh. tu sais, je sais qu'ils sont beaucoup il y en a au Québec, en fait, là, qui sont, présentes dans les tourbières, comme la sarracénie Oui. pourpre, Ouais. entre autres, puis ils ont différents mécanismes, en fait, mais entre autres, tu sais, la sarracénie, ça va être plus, elle va avoir des petits poils à l'intérieur, ça va faire comme une entonnoir un Mmh. petit peu, si Ouais, on l'espèce pourrait de dire. tube, là, Ouais, ouais. un comme de récipient, puis, les poils vont vraiment descendre vers le bas, donc quand, l'insecte va être attiré par l'odeur de la f je sais pas si c'est la fleur, c'est comme une, Le réceptacle, en tout cas, là. Le Ouais, c'est liquide dans le réceptacle, mmh. dans le tube. c'est ça, fait que quand ils vont être attirés par le réceptacle, ben là, il va y avoir des poils à l'intérieur qui vont empêcher la mouche ou l'insecte attiré de, Mmh. ressortir, en fait. Fait qu'il va vraiment tomber dans le fond de la plante, ben, du tube. Mmh. Puis, par la suite, c'est ça, ça va entraîner, en fait, la mort, de l'insecte qui va comme se noyer dans, l'eau Mmh. et le mélange, gastrique, en fait, le truc pour, les enzymes pour digérer, Mmh. en fait, là. Puis, comme ça, la plante va se nourrir, Ouais. de l'insecte. Mais là, ce Mmh. qui est rigolo, c'est que dans ce cas-là, la fleur, enfin, on va dire le réceptacle, il est pas responsable de la pollinisation, il est pas né responsable de la reproduction, mais c'est vraiment Mmh. plutôt pour capturer des insectes. Donc on voit que là, les fleurs, c'est pas seulement, la petite marguerite toute mignonne, voilà, je trouve que c'est assez intéressant les plantes carnivores pour ça là, Ouais. c'est vraiment cool. Mmh. Puis, d'ailleurs, Pascal, dans l'activité, botaniste en herbe, Oui. tu parles que les pissenlits et les marguerites ne sont pas qu'une seule fleur. Qu'une seule fleur. Ah oui, beh, c'est dans le fond, dans la tu parles du système reproducteur? Oui, oui, oui. Oui, la carpelle qu'on appelle Ouais. un petit peu. Donc, il y a le tournesol aussi qui est fait comme ça, là. On voit là, à l'intérieur, là, plein de petites alvéoles, dans le fond, qui vont pouvoir devenir chacune une graine aussi. Donc, c'est des plantes qui ont des possibilités de se reproduire vraiment en grand nombre d'un coup. Ce que je dis aux enfants aussi souvent, c'est rare qu'on voit une seule marguerite Mmh. dans un champ à cause de ce système-là reproducteur qui est très, 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 très performant à répartir beaucoup, beaucoup de graines d'un coup aussi, Mmh. là, donc oui, c'est des plantes Mmh. intéressantes, pour ça. Puis plein de mécanismes différents, c'est beau les Mmh. plantes quand même, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Dans la dispersion aussi de la graine, une plante que j'aime beaucoup, c'est l'impatiente du Cap, OK. qui a une espèce d'élastique ou de ressort végétal et quand la graine arrive à maturité, n'importe quel contact qu'on va faire avec la graine, elle va lancer sa Mmh. graine, des fois à quelques mètres Mmh. d'elle. Fait que, tout enfant là, qui se promène avec ses parents en bordure de rivière, on peut trouver cette belle fleur-là qui est assez orangée, et on s'amuse à toucher aux graines, puis pouf! Ça saute. C'est un autre moyen de dispersion de graines, qu'une plante a développé. Mmh. C'est intéressant. C'est Je ça. sais pas, Ah mais il y a plein de mécanismes comme ça et c'est pour ça que je dis que les plantes, c'est incroyable et que, Mmh. on ferait mieux de s'y intéresser davantage, là, pour comprendre vraiment l'entièreté,
de notre jolie planète. Ben oui. Une autre question, d'un enfant. Alors, cette question-là, je me rappelle très bien, quand elle m'a été posée. En fait, bah, là, pour, ceux qui nous écoutent, enfin, à l'heure où on tourne le balado, beh, les arbres, ils ont déjà plus de feuilles, donc c'est très triste actuellement. On attend patiemment la neige. Mais en fait, c'est un enfant qui m'a posé la question en regardant par la fenêtre pendant que je faisais une animation, qui m'a dit: «Mais Clémentine, pourquoi les feuilles, elles tombent?» Puis je l'ai regardé, je dis: «Bah, c'est une très bonne question. Alors peut-être qu'on va y répondre aujourd'hui». Oui, ben, pourquoi les feuilles tombent? En fait, ben, c'est sûr qu'en ce moment, les journées sont plus courtes, il fait plus froid, donc c'est pour ça que, les feuilles tombent, en fait. Donc l'hiver arrive, les arbres, ou les autres ben, les arbres, majoritairement, là, se préparent, les feuillus, en fait, se préparent à l'hiver. Donc, ils vont, perdre leurs feuilles. Puis, c'est surtout pour, tomber un petit peu en dormance, puis, garder leur énergie et on pourrait dire qu'ils vont se reposer, là, pendant, l'hiver. Puis, ben, comme ça, ils vont couper vraiment la connexion entre les feuilles et le reste de la plante. Puis comme ça, les feuilles, ils vont être de plus en plus devenir, du passer du vert au, rouge, ben, au jaune, orange Mmh. puis rouge souvent. Puis, présenter plus, des pigments de, c'est comment ça s'appelle? Est-ce que vous La caroténoïde, oui, c'est ça, c'est ça? caroténoïdes, j'avais oublié, le terme. Donc, plus, caroténoïdes. Puis par la suite, ben les feuilles, vu qu'ils vont être complètement coupées de la circulation avec le reste de l'arbre, ben vont tomber au sol puis, mourir, Mmh. comme ça. Mais par la suite, au printemps, ben les feuilles vont pouvoir revenir et l'arbre va créer d'autres feuilles, là, pour pouvoir faire, sa Mmh. photosynthèse. Mais ça n'a rien à voir avec la reproduction des plantes. C'est vraiment comme s'ils hibernaient dans le fond. Oui, Ouais. c'est ça. C'est plus, l'hibernation, carrément. Et donc Ah, oups, vas-y, je t'en pas de prie. quoi. Sur la feuille, dans le fond, il y a des ce que je dis aux enfants, c'est qu'il y a des petites bouches, Ouais. Mmh. qu'on appelle des stomates et c'est par là que la plante va respirer, c'est là qu'elle va aller chercher le gaz carbonique pour faire la photosynthèse qu'on parlait tantôt et ces petites bouches-là, c'est comme des grains de café avec des grosses lèvres. C'est un Mmh. peu spécial. Puis et ces grosses lèvres-là peuvent s'épaissir ou s'amincir un peu, ce qui va permettre, dans le fond, de faire rentrer beaucoup ou sortir beaucoup de gaz ou d'eau aussi parce que ça sue Mmh. par la bouche, une plante, si on veut. Et quand ça sue, ben, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui sort et il faut qu'il y ait de l'eau qui rentre par les racines. Fait que c'est une pompe, cette histoire-là. Et là, ça se promène et quand l'hiver arrive, ben, il y a moins de Ouais. photosynthèse, moins de lumière, comme on disait. Donc, ça se referme tranquillement et la plante a plus besoin d'avoir autant d'eau. Il faut pas trop qu'elle en aille parce que quand l'hiver va arriver, tout ça va geler. Mmh. Ça peut créer ce qu'on appelle en foresterie des gélivures. Dans le fond, là, l'eau, quand elle gèle, elle gonfle, elle fait craquer les vaisseaux de l'arbre. OK. Donc, il faut que l'arbre se protège de ça aussi. Puis même, on parlait là, des conifères. Eux vont continuer à faire de la photosynthèse pendant l'hiver, mais vraiment pas beaucoup. Ils vont vraiment fermer leurs stomates parce que justement, les journées sont beaucoup plus courtes. Et puis, on ne veut pas trop suer parce qu'on peut faire monter de Mmh. l'eau. On peut pas, c'est gelé aussi. Donc, c'est toute une gestion là-dessus que le feuillu, lui, se débarrasse Mmh. de sa feuille pour pas avoir cette gestion-là à faire puis tomber un peu en dormance, là. C'est problématique les jets de levure sur les arbres? Ça va dépendre des années. Mmh. Ça peut arriver sur certains feuillus, des érables peuvent avoir ce problème-là. Mais habituellement, un arbre, c'est très résilient. OK. Donc, ça peut se guérir de ça assez facilement Mmh. aussi. Mmh. On avait aussi, une autre question parce que, pareil, sur cette formidable activité, botaniste, amateur, Ouais, c'est ça. ouais, on l'adore cette activité. En fait, on parle beaucoup des plantes araignées parce que c'est un exemple que les enfants connaissent bien, Oui. parce qu'il y en a dans les classes, il y en a un petit peu même, des fois chez les grands-parents, grand-papa, grand-maman, puis il y en a aussi chez les parents. En fait, c'est une plante qui se reproduit pas par fleurs, mais Mmh. qui fait des mini ailes un petit peu partout. J'aimerais bien qu'on parle de ces mécanismes alternatifs de reproduction des plantes, si tu veux bien. Oui, ben c'est ça, comme tu l'as dit, dans le fond, la plante araignée va faire une tige, carrément, qu'on va appeler, stolon. Mmh. Puis cette tige-là va permettre de créer une autre plante carrément, au bout de celle-ci. Puis, on peut prendre, tu sais, de la plante araignée vraiment,
ce nouvel individu, cette nouvelle plante-là et la mettre dans l'eau, former des racines, puis par la suite, là, la replanter, là. Fait que il y a beaucoup de plantes qui font quand même, des stolons. Par exemple, le fraisier également va faire ça. Puis il va créer des nouvelles, plantes de fraisier Ouais. plus loin. Donc, les Donc enfants, on n'arrache pas le plant de fraises quand on va aux fraises. Non. Il se peut que tous les autres plants de fraises suivent dans la Oui, c'est ça. lignée. À cause de Ouais. ça. C'est plein de bonne idée. Ça sent le vécu, Pascal. Hum, Pas dit que c'est eux. Ben, en fait, c'est ça. Fait que ça va vraiment permettre de créer un clone carrément, que la première plante va créer un clone d'elle-même pour se reproduire au lieu de passer par une reproduction plus sexuée, Mmh. par la pollinisation, comme on parlait tout à l'heure. Mmh. Il y a aussi les tubercules, c'est un autre type de reproduction, c'est bien ça? Oui, ça va permettre, de faire surtout des réserves, dans les, plus, racinaires, en fait. Donc, c'est comme une création, d'une Ouais. patate, par Ouais. exemple, là, qui va permettre, à la plante de se reproduire et de faire d'autres germes également, puis, de continuer de faire, d'autres, plants, également aussi. Quand on laisse la Mmh. patate trop longtemps dans le dortoir. Ah oui. Ouais. Ah ça m'est arrivé, puis, là, c'est vraiment on ouvre le placard, puis là, ça pousse là, On ça peut repousse pas. replanter ça et Oui, c'est Ouais, ouais. fort, c'est ça qui est génial, là. C'est un autre moyen, là. Oui, c'est vrai. on les garde pour faire notre jardin, Ouais. C'est d'après. je ferai ça l'année prochaine là, parce que là, il s'est peut-être rendu un peu tard. Puis on a aussi une technique que moi j'aime beaucoup, pareil, parce que c'est moi qui fais l'activité, dessus sur Botanist. Ah ouais, donc tu as fait tout le temps celle-là? C'est la fragmentation ou le marcottage. Donc c'est une technique aussi qu'ont les plantes pour se reproduire. Je pense notamment aux plantes grasses, Mmh. des cactus font ça aussi, C'est un cactus ouais. aussi. Je sais plus, qui d'autre fait ça, mais il y en a vraiment beaucoup. On Donc peut le faire c'est avec des plantes aussi de la maison, comme la violette africaine, ah oui. ces choses-là qui sont ça, Mmh. qui se font très bien aussi. Oui, c'est Mmh. ça. Et donc là, c'est juste on coupe une petite partie, donc ça peut être, une feuille, ça peut être, c'est ça, un petit bout de tige et hop, on le replante dans la terre, puis ça pousse, ça fait une nouvelle plante. Alors pour les enfants qui nous écoutent, tout seuls, ne faites pas ça avec, les plantes, de papa et maman sans leur, Pas ça. autorisation, préalable. Heu, Oui, comme c'est pas toutes les plantes qui sont capables de le oui, c'est ça. faire, mais oui, il y en a beaucoup qui sont Mmh. capables, fait que c'est ça, les plantes vont pouvoir se reproduire carrément, vraiment à partir d'une tige, Mmh. parfois racine ou, d'une, c'est ça, d'une feuille même, Mmh. juste en la replantant plus loin et en reproduisant ils vont reproduire un clone carrément d'eux-mêmes, mais c'est ça, c'est pas toutes les plantes, fait qu'il faudrait pas couper les plantes de Non, c'est ça. nos C'est parents. ça. Faut toujours se renseigner avant de faire ça. Oui. Puis, c'est ça aussi qui est assez fou chez les plantes, c'est tous ces mécanismes de reproduction-là. Chez les animaux, c'est quand même assez simple là, c'est reproduction asexuée et sexuée, puis, point Oui. pin barre là. Alors que les plantes, elles ont plein de mécanismes différents. Ça montre Mmh. encore une fois que c'est super intéressant, qu'on mérite de s'y intéresser, davantage. Oui. Hem Je pense que la dernière question, que j'ai, d'un ami de la maison, Léon Provencher, c'est pourquoi les plantes sont importantes? Et ça, je pense qu'on pourrait en parler pendant facilement 2 heures là. Oui, ben, il y a beaucoup d'importance, chez les plantes. Ben, en fait, comme je parlais tout à l'heure, ça permet de nous nourrir, entre autres, mais il y a toutes sortes, d'autres, choses qui rendent les plantes importantes. Tu sais, je pense à la recherche de médicaments, tu sais, que les plantes peuvent produire des composés spécifiques qui sont vraiment intéressants pour la production, médicale, entre autres. Hem Là, j'ai comme pas d'autres idées, Mais mais il je y a sais pas plein si d'utilisations des plantes. En ce moment, on porte des plantes dans nos Ouais. vêtements, Le coton, par les exemple. locantons, les meubles, il y a des meubles avec des plantes, Ouais. il y en a beaucoup. Je regardais tantôt, juste à partir de on parlait de cellules, la cellule végétale, Mmh. de la façon qu'elle est faite, on peut utiliser la cellulose pour faire Mmh. de l'essence qui pourrait être un combustible qui peut être utilisé dans les voitures. Il y a vraiment une foule d'utilités aux plantes, là. Souvent, on voit dans nos têtes, la petite plante justement à la maison, Ouais. mais je suis obligé de parler pour moi, là. La forêt, les arbres, on mmh. les utilise Mmh. de plein de façons, là. Donc oui, c'est super important. Quand on parlait tantôt de la reproduction asexuée, je vais vous demander, avez-vous déjà entendu parler de la colonie de Pando?
Non, et tu m'en as parlé tantôt et je t'ai dit: «Ne me dis pas tout de suite ce que c'est». Alors là, je vais l'apprendre. Oui, Je pense que je sais c'est quoi, c'est peut-être, ben, vas-y, je vais te je laisser. me suis amusé à faire des petites recherches là-dessus, là, et j'ai été, je tente tout le monde au bureau avec ça depuis ce temps-là. La colonie de Pando, c'est, une forêt qui est en Utah, aux États-Unis, et on parlait de clones. Donc, c'est une forêt d'à peu près 40 000 peupliers faux-trembles, Ouais. et c'est tout le même individu. Ce ne sont Mmh. que des clones. Puis grâce à ce système de reproduction-là, ben, cette forêt-là, elle est un peu éternelle, dans le fond, parce que le plan mère est mort depuis peut-être, on dit 80 000 ans. Ah oui, d'accord quand même. OK. Mais il y a des nouvelles tiges qui ressortent, ça part d'une racine mère, et à partir de cette racine-là, sort des nouveaux individus Mmh. sans arrêt depuis des milliers d'années. C'est Donc incroyable. c'est fou, là. C'était jusqu'à tout récemment l'être vivant le plus, gros Mmh. de la Terre, après qu'il découvre une colonie de champignons qui fait Ouais, c'est 90 ça. acres. Ouais, c'est Donc ça. là, elle a perdu son Son titre. statut, mais la colonie de Pando, vous irez Mmh. lire, il y a une foule de recherches là-dessus, c'est super intéressant Mmh. quand on parle de reproduction asexuée, là, chez les Mmh. plantes. Mmh. Beh, j'espère qu'il y aurait pas un gros orage là-dessus, là, parce que vu que c'est que des clones, c'est ça. On croise les doigts pour, cette colonie. Ben oui. Hem, Mais, mais ouais. sinon, tu sais, si je peux parler, ben moi, je travaille au collectif Oui! Canopée, en fait, là, puis nous, on fait de la plantation d'arbres en milieu urbain, mais tu sais, en ce moment, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'utilité en milieu urbain aussi, des végétaux. Fait que, par exemple, les arbres en milieu urbain qu'on peut planter, ben ils vont vraiment contribuer à diminuer les îlots de chaleur, qui sont vraiment une augmentation de température due au fait qu'il y a beaucoup de béton, en ville et tout. Puis, également, ben, ils vont permettre, d'avoir plus de biodiversité, d'aider à l'infiltration de l'eau dans le sol. Fait que ça peut aider, pallier un petit peu aux, infrastructures qui sont déjà présentes, par exemple les égouts et tout. Donc, s'il y a beaucoup d'eau d'un coup, ben ça permet une meilleure infiltration d'eau dans le sol, puis ça permet de réduire les inondations, comme Mmh. ça. Fait que ça peut vraiment permettre toutes sortes de choses. Fait qu'on parle, tu sais, de l'importance des plantes, mais l'importance des plantes aussi en ville, Oui. tu sais, si je peux, prêcher pour ma paroisse. Oui, beh, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment, important. Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'innovations aussi maintenant. Fait que dans les infrastructures, vertes, comme je parlais, dans le fond, on peut faire des fossés Mmh. végétalisés, aider à l'infiltration de l'eau, à la rétention de l'eau dans le sol pour, vraiment, pallier au fait qu'il y a des changements climatiques, il y a plus de pluie, il y a de la sécheresse aussi. Donc, aider dans des 2 façons, tu sais, lorsqu'il y a beaucoup de canicules, sécheresse et tout, ben les arbres peuvent aider, pour ça, à réduire les îlots de chaleur. Puis quand il y a beaucoup de pluie, ben les plantes ou, les arbres peuvent aider à diminuer, la pression qu'il y a sur les infrastructures, typiques, je dirais là, grises, Ouais, c'était plus. impressionnant de voir combien, là, au niveau de la rétention d'eau, là, Mmh. j'avais travaillé il y a longtemps dans une forêt de recherche où on faisait différents patrons de coupe. C'est-à-dire qu'on arrivait dans une forêt, on coupait 10 des arbres dans cette forêt-là. Après ça, dans une autre un petit peu plus loin, 20 puis on augmentait comme ça. Puis la forêt avait été parsemée de tuyaux qui rentraient dans le sol, et on pouvait mesurer où était l'eau dans le sol. Et quand une forêt était intacte, l'eau, on descendait très loin pour aller voir l'eau. Puis quand on arrivait à une forêt où on avait coupé 90 des arbres, on n'avait même plus besoin de mesurer l'eau, on pataugeait dans l'eau littéralement. Ah, c'est Donc, des applications comme ça en ville, c'est sûr que ça va être de plus en plus apprécié justement avec les changements climatiques. Bien sûr. mmh Et les plantes, elles sont importantes pour l'oxygène également, parce que sans les plantes, bah, peut-être qu'on pourrait pas respirer. C'est ça. Mmh. Ben, on dit, que c'est ça, les plantes, eux, au lieu de créer plus de CO2 comme nous, ben, du dioxyde de carbone, en fait, ben, ils vont plutôt produire de l'oxygène. Eux, ils vont transformer le dioxyde de carbone en oxygène plutôt. Donc, c'est quand même, vraiment une fonction, Pas très négligeable. intéressante. C'est sûr. Mais c'est certain qu'ils ont découvert que les plantes, oui, contribuent, mais je pense que, tu sais, on n'a pas parlé des algues Mmh. également, mais les algues, qui vont faire de la photosynthèse, donc algues vertes, principalement, ben, vont vraiment contribuer heu, à
cette augmentation de l'oxygène. Donc, c'est vraiment principalement les algues, en fait, là, qui aideraient pour la production d'oxygène sur la planète. Alors que, tu sais, les plantes vont quand même produire, tu sais, la nuit, il n'y a plus de soleil, donc ils vont quand même moins faire de photosynthèse, donc respirer et produire un petit peu de CO2 quand même, là. Mais les algues, eux, c'est complètement, vraiment majoritairement, beaucoup d'oxygène. Je savais Fait pas que du tout ça, ouais. Ça, c'est intéressant quand Ouais. même. ouais. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, toi, ce que tu fais, au quotidien, avec, le collectif Canopée. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Oui, ben comme, j'ai mentionné tantôt, ben dans le fond, je suis plus à la planification des travaux. Donc, en fait, moi, je vais faire des, plans d'aménagement. Donc, je vais aller, chez les gens, je fais de la plante on fait de la plantation d'arbres sur les terrains non municipaux, à Québec. Donc, par exemple, dans les commerces, les institutions, industries, même chez des résidents également. Donc, on va aller, caractériser le terrain d'une personne, ou d'une entreprise ou d'une institution. Puis, on va, voir les contraintes du milieu, identifier où est-ce qu'on pourrait planter, des arbres et également des arbustes qu'on plante. Puis, par la suite, on va, faire un plan d'aménagement en conséquence, selon les besoins aussi, ce que le propriétaire, veut. Et par la suite, on va, aller planter les arbres, faire, de l'entretien également pendant 2 ans à la suite, de la plantation. Puis, c'est ça, dans le fond, on va aider les propriétaires vraiment à faire cet entretien-là. Mais nous aussi, on va passer là, pour vérifier si les arbres vont bien. Puis c'est, entre autres, une première là, dans la ville de Québec, là, que le suivi vraiment est fait rigoureusement là, sur les arbres plantés, alors qu'ils n'avaient pas vraiment avant. Puis, ben, maintenant, on s'étend aussi dans la ville de Lévis et dans d'autres municipalités, par exemple, Saint-Raymond, Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Donc on a planté plus, sur des terrains municipaux dans les autres municipalités. Mais sinon, Ville de Québec, Ville de Lévis, on plante plus sur les terrains, non municipaux. OK. Fait que si vous souhaitez avoir des arbres sur votre terrain, c'est possible. Fait que c'est sûr que là, vous êtes peut-être demandé à vos parents. Ouais, c'est ça, avant, C'est ça. mais c'est ça, il est possible d'avoir, ces arbres-là à moindre coût avec le collectif Canopée. Donc puis ça permet vraiment de verdir notre ville alors que, tu sais, la ville de Québec, entre autres, là, c'est 75 des territoires qui sont non municipaux. Ouais. Donc la ville a besoin de ses résidents-là, entre autres, là, pour, planter davantage, sur tous les terrains. Planter beaucoup d'espèces diverses. Oui, on a près de 100 espèces, Ouais. différentes, oui, d'arbres. Fait que ça on a beaucoup de diversité, je dirais. Fait que vraiment des espèces indigènes, mais aussi exotiques. Donc, pour avoir le plus de diversité possible, en ville, c'est ça que ça prend vraiment autant indigène qu'exotique, selon les récentes études. Donc, puis ça permet d'avoir plus de résilience, là. Maintenant, tu sais, il y a moins de c'est des espèces, rustiques, mais la rusticité est en train de changer là, à Québec. Donc, ça prend des espèces, assez variées là, pour, être prêt, être résilient pour les, changements climatiques. Ouais, c'est à prendre en compte maintenant, en effet, Oui, c'est mmh, ça, sont déjà présents. c'est ça. Merci beaucoup en tout cas, d'avoir été avec nous, pour, ce joli épisode. Merci beaucoup à toi également, Pascal. Je ne sais pas si, vous avez, je sais pas, des petits derniers exemples à dire, peut-être des fun facts sur la reproduction des plantes? Ben, on a parlé un peu, mais pas beaucoup. Puis je l'ai trouvé vraiment intéressante. Là. J'essaie de retrouver dans mes notes où elle est, là, le titan, arôme titan, qui est la plus grande fleur du monde. Juste en termes de chiffres, là, on parle d'une fleur qui peut faire 3,5 mètres de haut. Donc, c'est pas peu dire. C'est beaucoup. Et dans un jardin botanique en France, il y en a une qui a éclos il n'y a pas si longtemps. Et on parlait de 35 kilos. Une fleur. Quand même, Donc, quand même. on parle de belles fleurs, ouais. Fait que moi, c'est elle qui
qui m'ont égayé un peu dans mes recherches. Sinon, pour ce balado-là. Sinon, c'est pas mal ça. On avait fait pas mal le On tour, là. on a parlé vraiment beaucoup pour cet épisode. Merci beaucoup Mmh. Anaïs en tout cas. Merci Heu, beaucoup à vous. avec plaisir. Puis, je vais prendre le temps quand même de remercier nos partenaires. Merci au Studio Coupé qui nous permet de tourner ces magnifiques épisodes. Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de la Ville de Québec. Alors merci à eux, puis merci aussi au collectif Canopé, et à la Maison Léon Provencher. C'était un chouette épisode, on a appris plein de choses. Alors, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour, un nouvel épisode et d'ici là, il y a plein d'autres épisodes qui sont disponibles alors voilà. À bientôt. Merci.